Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du jeudi 14 novembre. J'espère que vous allez bien. On s'approche tout doucement de la fin de la semaine et d'un week-end peut-être attendu par certains pour prendre un petit peu de repos. Bon courage à vous si vous vous apprêtez à prendre le départ en direction de votre travail. Ce matin, nous avons reçu il y a quelques jours notre invité du jour, Yannick Vitali, directeur de la Fédération départementale des maisons familiales et rurales. Il venait notamment nous parler du salon Vendée Métiers qui a lieu ce week-end au Vendespace samedi et dimanche. Un salon consacré aux formations en apprentissage et en alternance qui s'adresse à la fois aux collégiens, aux lycéens, mais aussi aux personnes en situation de reconversion professionnelle. Je vous rappelle que si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour, vous avez bien sûr le petit numéro du WhatsApp officiel de la matinale qui vient de s'afficher. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Voici les titres de l'actualité du jour. Nous ferons le point sur le marché de l'immobilier en Vendée qui semble retrouver des couleurs après une période très compliquée. Une reprise liée à la baisse des taux d'intérêt qui pourrait retrouver un niveau à 2,5% dans les mois à venir. Nous prendrons la direction de l'hippodrome des Terres Noires qui accueillait hier le cross scolaire interdépartemental. 3000 élèves des établissements publics et privés y ont participé avec pour certains l'objectif de se qualifier pour les régionaux. Et puis ce week-end, vous pourrez aller découvrir les parcs vendéens qui prennent leur couleur d'automne. Exemple à Luçon, au jardin du Maine, que nous irons visiter ensemble dans quelques instants. Mais avant cela, un petit point sur votre météo du jour avec un beau soleil ce matin sur la Vendée, quelques nuages par endroit. Les températures sont en baisse, comptez 2 à 3 degrés, mais elles vont vite remonter dans la matinée pour atteindre 9 à 10 degrés pour l'après-midi. Et dans l'après-midi, le soleil sera toujours présent sur la Vendée, mais les nuages seront un petit peu plus présents, notamment sur le littoral vendéen. On fait le point également sur vos marées pour aujourd'hui avec une basse mer à 8h50 et 21h15, pleine mer à 3h et 15h20, coefficient de 89 à 94 et le passage du Gois commence déjà à être praticable. Il sera au plus bas aux alentours de 9h20, 9h30 ce matin, puis ensuite ce sera ce soir aux alentours donc de 22h. Vous le voyez d'ailleurs en direct, ce passage du Gois et ce beau ciel sur l'ensemble de la Vendée, le soleil qui se lève donc sur le passage du Gois et un passage du Gois qui commence à être bien dégagé. Vous pouvez même déjà, je pense, l'emprunter ce matin si vous le souhaitez. On fait un petit point également sur vos marchés pour aujourd'hui avec celui de Saint-Michel-en-Lerme, c'est de 8h à 12h30, place des Marronniers. Le marché de Champ-Saint-Père également de 8h30 à 13h30, place de l'Église. Celui de Beauvoir-sur-Mer de 7h30 à 13h, place des Trois-Alexandres. Un petit point également sur vos conditions de circulation ce matin avec, vous avez l'habitude, les traditionnels bouchons qui sont en cours aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment du côté de La Roche-sur-Yon, et puis quelques travaux également sur la 4 voies, la départementale 760 entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne à hauteur de Saint-Mathurin. Travaux également sur la D948, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Esnay, où la circulation peut se faire partiellement sur une seule voie à l'approche de la commune de Esnay, et puis également sur la D148, l'axe Fontenay-le-Comte-Saint-Hermine, où une circulation alternée est en cours au niveau de la commune de Pouillé, ce qui provoque là aussi quelques ralentissements. Et en ce jeudi, nous fêtons les Sidoines. Bonne fête donc à tous. Et puis nous fêtons également un anniversaire un petit peu particulier. Ce sont aujourd'hui les 133 ans de la fromagerie de Maizet, fondée en 1891. Bon anniversaire donc à la fromagerie de Maizet dans le sud du département. On passe maintenant à l'actualité du jour. Voici le flash. Depuis le mois de février, on observe une baisse régulière des taux d'intérêt, une baisse qui semble se poursuivre et qui pourrait permettre de retrouver des taux à 2,5% d'ici un an après une véritable envolée. À conséquence, le marché de l'immobilier retrouve des couleurs. Les ventes repartent à la hausse, notamment pour des biens entre 150 et 200 000 euros. Néanmoins, le secteur de la construction reste lui en difficulté depuis la suppression du prêt à taux zéro. Petit point de situation avec Louise Viadger. 17 000 euros d'économie sur un emprunt. C'est en moyenne ce qu'un acheteur peut espérer pour un bien à 200 000 euros avec les taux d'intérêt actuels à 3%. Cette différence relance le marché de l'immobilier. Depuis quelques mois, il y a un frémissement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse sur les taux d'intérêt.
ce qui fait un petit mouvement supplémentaire pour les acheteurs. Tout ce qui est bien à 150 000 €, il y a de la demande. Je dirais c'est les biens un peu plus supérieurs, voilà. C'est-à-dire à plus de 200 250 000 €. Depuis le mois de février, les taux d'intérêt ont progressivement baissé. Ils pourraient même atteindre 2,5% d'ici un an. Des changements qui ont un impact sur le marché. Ça a redonné un peu plus d'allant, on va dire, aux primo-accédants, surtout pour l'achat de maison. Achat de maison avec travaux ou achat de maison classique sans travaux. Par contre, pour la construction, on est toujours un peu un peu plus difficile en fait dans la construction, parce que dans la construction, malheureusement, on a perdu le prêt à taux zéro en avril 2024, ce qui fait que pour la construction, on n'a pas retrouvé l'allant qu'on avait en fait malgré la baisse des taux. Après une telle baisse des transactions pendant des mois, puis une baisse des prix, le secteur de l'immobilier est convalescent. Les prix se réajustent en fonction des zones, moins 7% au Sable d'Olonne, mais à La Roche-sur-Yon, la tendance est à la hausse avec un demi-point en plus. On va retrouver quelque chose qui est cohérent. C'était juste après Covid où c'était moins cohérent parce que les taux d'intérêt pour la reprise avaient été mis très bas. Et donc ça a fonctionné, il y a une vraie reprise, mais ce n'est pas le marché, ce n'est pas le vrai marché. Finalement, le marché aujourd'hui avec 800 000 ventes, entre 750 et 900 000 ventes dans l'année, c'est cohérent. C'est ce qui se passe dans l'année. Quand on était à 1 200 000, on n'est plus du tout dans un marché classique. Le secteur de l'immobilier reste donc optimiste et la tendance devrait se poursuivre. La Vendée reste une terre d'achat avec 72% de propriétaires. À Montaigu, la direction du centre hospitalier a annoncé au début du mois son projet de fermeture de l'EHPAD Augereau pour y installer à la place une unité d'addictologie. Le personnel sur place, une quarantaine de personnes, se verrait proposer de nouveaux postes à La Roche-sur-Yon ou encore à Luçon. Les 31 résidents vont devoir être replacés dans d'autres établissements du secteur. Pour les syndicats, cette décision est inacceptable. La CGT, Force ouvrière et la CFDT organisent demain un rassemblement devant l'EHPAD à partir de 11h. De son côté, la direction du centre hospitalier de Montaigu tempère dans un communiqué expliquant que pour le moment, je cite, il n'y a pas de fermeture mais une réflexion qui s'engage sereinement avec les familles et le personnel. Le Conseil de développement de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise un cycle de conférences autour de l'eau. La prochaine se déroulera le 21 novembre et sera consacrée aux risques liés à l'eau. Quels sont-ils? Comment s'organise leur gestion et comment les prévenir et les anticiper? Un sujet qui parle malheureusement sur ce territoire qui avait été fortement touché lors de la tempête Xynthia en 2010. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. Elle se tiendra à Chaillé-les-Marais. La communauté de communes est en train de travailler sur un plan intercommunal de mise en sécurité qui passera par de l'information et après peut-être, pourquoi pas, par des répétitions, se préparer au pire, en espérant ne jamais connaître le pire. Je crois que déjà dans les établissements scolaires, il y a des répétitions des plans de prévention et de mise en sécurité pour des risques Céveso, pour des nuages toxiques, etc. Donc à l'échelle de notre territoire, pourquoi pas une fois de temps en temps, un exercice grandeur nature pour que les gens apprennent à connaître la marche à suivre en cas de nécessité. À la Guyonnière, la mairie déléguée vient d'être inaugurée. Le bâtiment datait des années 70 et avait besoin d'un coup de fraîcheur et surtout de travaux pour le rendre moins énergivore et plus facile d'accès. 10 mois de rénovation qui viennent donc de se terminer. Un nouveau lieu de service pour les habitants. Notre mairie déléguée donc, sert à l'accueil principalement de nos habitants, donc de la Guyonnière. Donc c'est un lieu de rencontre pour tous les besoins de chacun de nous, notamment que ce soit des questions sociales, d'urbanisme, de construction de projets. C'est en fait énormément de sujets donc, à traiter au sein de nos locaux. Alors si vous voulez, au premier abord dans une mairie déléguée, donc c'est l'accompagnement des associations donc, de la commune déléguée, notamment la Guyonnière. C'est un accompagnement aussi au niveau de nos commerçants, de nos artisans, pour tout leur début de projet et d'installation donc, sur notre commune. Je l'avais évoqué aussi tout à l'heure, c'est l'accueil de nos nouveaux arrivants, les inscriptions dans nos écoles. Voilà, c'est un peu la différence donc, avec une mairie, je dirais, classique. Cette mairie déléguée permet donc de faire le lien entre les 2800 habitants de la Guyonnière et la municipalité de Montaigu-Vendée. Et des mairies déléguées sont présentes dans les 5 communes de Montaigu, un service de proximité auquel tient le maire Florent Limousin.
C'est le point d'entrée pour les habitants de tous leurs sujets municipaux. Il n'y a pas de mairie principale à Montaigu-Vendée. Le point d'entrée pour chacun des habitants, c'est leur mairie déléguée. Nous en avons 5. Nous avons la chance d'avoir une implantation finalement au plus proche de nos habitants et on tient à conserver ces 5 points d'entrée du service public de proximité. Bon, c'est un enjeu essentiel et un enjeu évidemment de service public, mais aussi d'identité. Et ça, on y tient beaucoup à ce qu'on soit fier d'habiter en état ici à la Guyennière notamment, à l'intérieur d'une commune plus grande qui s'appelle Montaigu-Vendée. C'est un rendez-vous habituel qui se tenait hier à l'hippodrome des Terres Noires de La Roche-sur-Yon, le cross scolaire interdépartemental pour les établissements publics et privés. Plus de 3000 élèves étaient présents pour participer aux 11 courses prévues sur la journée. Les mieux classés seront ensuite sélectionnés pour participer aux crosses régionaux. Depuis 2 ans, on s'est doté de puces électroniques pour chronométrer les élèves. Et avant, on avait juste le classement, mais là, on peut avoir des temps de course. Et il y a vraiment des jeunes qui sont performants, qui courent très vite, très bien. Je pense comme ça à une élève, Benjamine, qui va arriver avec presque 200 mètres d'avance sur la deuxième. On se dit, elle survole un peu la course. Voilà, on a quand même des petits exploits comme ça. Ou bien des gens qui vont jusqu'au bout et la victoire s'arrache sur la ligne d'arrivée, quoi. J'ai tout donné forcément. J'étais peut-être 5e au départ et j'ai réussi à remonter dans le petit bois. Petit bois, je suis repassé premier et à la fin, pour pas que l'autre me rattrape, il était à 5 mètres à peu près, je crois. Et du coup, j'ai tout donné pour pas qu'il me rattrape. À la fin, c'était quand même dur, mais sinon, je suis content de moi. Ce week-end, l'association des parcs et jardins de Vendée organise la première opération des parcs en automne. 9 parcs publics et privés seront ouverts aux visiteurs en entrée libre. L'occasion d'y découvrir de nouvelles couleurs et de nouveaux paysages en cette période de l'année. Exemple au Jardin du Maine à Luçon, un jardin à l'anglaise et à la française situé au cœur de la ville et que Grégoire de Châtillon nous fait visiter. À l'automne, il n'y a jamais de jardin monotone. Du vert au rouge, tout bouge, comme ce liquide en barre qui nous accapare. Voir les jardins en automne, c'est voir le jardin autrement. On voit un peu plus l'architecture au niveau des arbres déjà. Il y a les couleurs, des feuillages qui sont sympas. L'automne, c'est vraiment une perception différente et puis c'est peut-être un temps plus apaisé au rythme de la nature en fait, tout simplement. Avec ses 4,5 hectares, le jardin du Maine de Luçon est sûrement l'un des plus beaux jardins publics de Vendée. Un jardin historique et romantique, il se doit donc d'être poétique. Cette essence que vous découvrez à l'image est une légende. Originaire des montagnes de Chine, c'est un arbre préhistorique. Son nom, le ginkgo biloba. Son feuillage, si caractéristique, va ces prochains jours devenir jaune d'or. C'est un arbre hors du commun. C'est un arbre, on dit qu'il a résisté à Hiroshima. On l'appelle aussi arbre aux 40 écus. Et c'est un très bel arbre avec une forme pyramidale naturelle. Et à l'automne, il prend des belles couleurs très très jaunes comme ça. Et c'est vrai que c'est super beau comme arbre. Avec son harmonie dépaysante, le jardin du Maine de Luçon est un jardin pour les promeneurs et les curieux, et peut-être plus encore, un jardin pour les amoureux. On termine avec votre météo de la matinée avec un léger voile nuageux qui est présent sur la Vendée ce matin, mais il devrait vite se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies dans le courant de la matinée. À côté Mercure, la baisse des températures se confirme avec 2 petits degrés à Montaigu, la Châtaigneraie et la Roche-sur-Yon, 3 à Fontenay-le-Comte, Challans, les Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 5 du côté de l'Île-Dieu, températures qui vont également vite remonter dans le courant de cette matinée. C'est la fin de ce flash, on passe maintenant au journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour, il revient sur les dernières actualités au cœur de la flotte de cette 10e édition.
L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. En ce 4e jour de course, l'un des faits majeurs est venu de l'IMOCA Holcim PRB. Avec près de 546 000 nautiques avalés à une vitesse moyenne de plus de 26 nœuds, Nicolas Lunven s'offre le record de la plus grande distance parcourue en monocoque et en solitaire sur 24 heures. Une performance qui propulse le skipper d'Holcim PRB à la 4e place. Son choix de prendre l'option la plus à l'ouest s'est donc avéré payant, lui qui n'était encore que 33e mardi soir. La flotte toujours au complet a d'ailleurs vu Johan Richaume, skipper de Paprec-Arquet, à prendre les commandes ce mercredi matin, bien aidé par ses presque 19 nœuds de moyenne sur les dernières 24 heures. Si la nuit a souri au dernier vainqueur de la Transat CIC, tous ne peuvent pas en dire autant. À bord de l'Occitane en Provence, coup dur pour Clarisse Kremer qui a perdu son grand Genaker au large des côtes portugaises. La skippeuse devra désormais faire 107 voiles, pourtant très précieuses, dans le petit temps. C'est ce qu'on appelle une nuit de l'enfer en bateau. C'est double peine parce que déjà on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc qui arrive souvent en bateau. J'ai fait tomber ma voile dans l'eau avec les égouttes, avec plein de choses. C'est clairement parce que j'ai envie de laisser comme trace sur l'océan. J'ai un peu honte, j'avoue. J'avais pas le choix. C'était mon mât ou ma voile. Je sentais la confiance venir. Voilà, la confiance, on en reparlera plus tard. Autre débauche d'énergie notable à bord de Vulnérable pour Thomas Ruyant, 6e de la flotte, et victime depuis mardi d'une voie d'eau à l'avant de son IMOCA. Je passe je pense 20 minutes, une demi-heure toutes les 2 heures à l'avant là pour gérer la flotte qui rentre. Il faut que j'attende des conditions où le pont se fait pas trop mouiller, voire pas du tout, pour faire un truc propre. J'ai pas beaucoup dormi, j'arrive pas encore à aller très vite avec le bateau. Je passe pas assez de temps là, je suis quand même pas mal occupé avec ça. Manque de rythme, difficulté à récupérer, peu de sommeil, la grande majorité des skippers évoquent un début de course difficile où les conditions météo, assez musclées après le départ, ne leur ont laissé que peu de répit. J'ai un peu eu l'impression de chercher le rythme, de faire plein de choses, mais pas ce qu'il fallait. En gros, j'ai beaucoup manœuvré, j'étais dessus tout le temps, mais j'avais l'impression de faire les trucs tout le temps à l'envers. Et pas mal de me compliquer les choses aussi, au lieu de les simplifier. J'ai besoin de me mettre au rythme de cette course qui est très particulier. Et clairement, là, je suis passée à côté. C'est un peu frustrant. La flotte IMOCA continue de s'étirer, les skippers ont laissé Lisbonne et les côtes portugaises, cap désormais au sud-ouest pour passer l'île de Madère avant de se rapprocher des îles Canaries au large du Maroc. Madère qui sera le point de chute de Maxime Sorel. Le skipper de VNB Montbana-Mayenne vit un début de course compliqué après s'être blessé à la cheville en voulant réparer son hook de grand voile hors d'usage. Décision prise ce mercredi, Maxime Sorel fait désormais route vers l'île portugaise pour s'y abriter et entamer des réparations. Au classement de ce mercredi 13 novembre à 15h, c'est donc Johan Richaume qui fait désormais la course en tête. Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance et Sam Goodchild sur Vulnérable complètent le podium qui se tient en moins de 23 000. En deuxième partie de classement, les positions tendent à se stabiliser. Premier des bateaux à dérive, Benjamin Ferré est 15e. Dans les autres positions, Maxime Sorel se classe 27e. Guirec Soudé, 21e sur freelance.com, vise lui aussi l'île de Madère pour s'abriter et entamer quelques réparations. Enfin, à l'arrière de la flotte, le Hongrois Szabolcs Vörös a également subi quelques dégâts et prévoit de monter au mât après avoir endommagé sa grand voile et une voile d'avant. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au classement de ce matin, il y a eu quelques changements. Donc en tête de la flotte, Johan Richaume est toujours en tête sur Paprec-Arquet. Deuxième toujours, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Mais Jérémy Bayou est remonté à la 3e place sur Charal. 4e, Thomas Ruyant donc sur Vulnérable. 5e place de Nicolas Lunven sur Holcim PRB. Sam Goodchild, lui, est descendu à la 6e place. Et en 7e position, on retrouve bien le premier Vendéen de la flotte, c'est Sébastien Simon sur l'IMOCA. Groupe du Breu qui se trouve à 39 000 du leader actuel de ce Vendée Globe. On passe maintenant au coup de pouce aux assos.
Et aujourd'hui, Mathis Pires va à la rencontre de Daniel Gaborio, le président de l'AFM Téléthon, dont la prochaine édition se déroulera à la fin du mois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Le Téléthon revient pour une nouvelle édition. Alors avant de commencer, petite piqûre de rappel de ce qu'est le Téléthon. Alors le Téléthon, c'est un événement national et local et qui permet de collecter des fonds pour la recherche contre et la guérison des maladies rares, des maladies génétiques rares, qui sont l'objet même de la création de l'AFM. L'AFM créée en 1958, ça fait longtemps. Premier Téléthon en 1987, et ça a donné des moyens à la recherche pour permettre aujourd'hui de dire que la guérison, elle est possible grâce à une révolution médicale fantastique qui a été permise par le Téléthon. Initialement, le Téléthon est organisé le premier week-end de décembre, mais exceptionnellement, cette année, l'événement est avancé au 29 et 30 novembre. Le Téléthon, c'est l'addition de beaucoup de choses qui se passent sur le terrain et d'un soutien de France Télévisions par la communication, par l'information qu'il apporte au niveau du public. Et c'est les deux qui font le Téléthon. Donc il faut absolument qu'ils soient réunis. Alors en Vendée, on aura à peu près la 2/3 des animations qui se dérouleront le week-end des 29 et 30 novembre et 1/3. Donc 2/3 pour pour la première, pour le week-end officiel du Téléthon et 1/3 pour le week-end ancien du Téléthon, puisque un certain nombre d'organisateurs, compte tenu des délais de réservation des salles, avaient réservé déjà pour ce week-end depuis longtemps. Et à l'occasion de cet événement, le Téléthon recherche aussi des bénévoles pour toute l'année. Nous avons besoin au niveau de l'AFM Téléthon de bénévoles et ce bénévole se renouvelle. Alors c'est à la fois au niveau de la coordination départementale, l'équipe que j'anime, d'une 20aine de personnes qui, tout au long de l'année, est aux côtés des organisateurs du Téléthon pour les aider et les accompagner dans la mise en place de leurs actions. Donc ça, c'est un premier niveau de bénévole. Et là, tous les métiers sont possibles, qu'il s'agisse du contact avec les organisateurs, qu'il s'agisse de spécialités comme les réseaux sociaux, comme les animations dans les milieux scolaires, etc., etc. Donc des métiers extrêmement variés. Et puis le deuxième type de bénévolat, c'est celui justement des 150 équipes d'organisation du Téléthon en Vendée. Et ces 150 équipes, elles ont besoin de bénévoles toute l'année parce qu'un Téléthon, ça se prépare depuis de longs mois, et aussi de besoins beaucoup plus ponctuels au moment du Téléthon. Pour le Téléthon de cette année, il est possible encore de s'ajouter aux moyens existants. Alors pour ceux qui sont intéressés et qui veulent rejoindre le Téléthon, je vous mets un lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Mathis Pires, et donc la prochaine édition du Téléthon, c'est les 29 et 30 novembre prochains. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le mag Éco qu'Atel le Jeune nous emmène découvrir la métallerie Fouché. Alors explique-nous un petit peu, on passe par quel stade dans la fabrication, même si toute fabrication est différente, j'imagine? Ici, il y a le stockage des barres. Ouais. Donc ensuite, une fois qu'ils ont reçu le plan, ils font une fiche de débit. Ouais. Et puis les barres sont débitées. Et alors tous tes employés sont polyvalents, ils savent faire tous la même chose ou chacun a une particularité? Non, ils font tout de A à Z. Ouais, ça c'est important pour toi? Oui. Fabrication, et ils font aussi la pose. Ah d'accord. Oui. Donc ils suivent leur projet du début à la fin? Oui. Ouais. D'accord, ok. Parce qu'en fait, la pose est aussi formatrice. Parce que les erreurs qu'on voit en pose, s'il y en a, on les corrige la prochaine fois. Alors ok, donc le débit, ensuite il y a un peu d'usinage, du perçage, et après il y a les postes de travail pour le montage. D'accord, ok. Donc c'est dans ce sens-là. Là par exemple, on fait de la soudure, non? Non, là il a soudé et il fait du ponçage. D'accord, ok. Donc là c'est quelque chose de particulier qu'on fait, on fait un cadran solaire. Ouais. Pour un particulier? Oui. Ça te fait rire parce que c'est rare? Bah oui. Et donc vous retrouvez ce mag Éco aujourd'hui sur TV Vendée. Ce matin nous sommes donc revenus sur les évolutions du marché de l'immobilier qui reprend des couleurs avec l'évolution des taux d'intérêt. Nous nous sommes rendus également du côté de l'hippodrome des Terres Noires à La Roche-sur-Yon pour le cross interdépartemental auquel 3000 élèves ont participé. C'était hier, et puis nous avons découvert ensemble ce matin également le jardin du Maine à Luçon à l'occasion de l'ouverture de plusieurs parcs et jardins ce week-end. Donc visite programmée pour les couleurs d'automne. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et
à gagner cette semaine 4 places de théâtre avec la compagnie des comédiens Chaplet. Voici la question de cette semaine dans la matinale. Comment s'appelle à bord des bateaux du Vendée Globe l'appareil qui permet de monter et descendre les voiles? Et voici l'indice du jour. Il possède 6 vitesses. Je répète, cet appareil possède 6 vitesses. Vous allez le retrouver dans quelques instants à l'image à bord de l'IMOCA, groupe du Breuil de Sébastien Simon. Vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices au fur et à mesure sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30 présenté par Florian Wozniak pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain pour la dernière matinale de cette semaine. Très bonne journée à toutes et à tous devant TV Vendée, bien sûr.